Votre bulletin Info-Témis commence ici et maintenant. Le 27 septembre avait lieu mondialement une marche pour le climat, demandant au gouvernement de réaliser des actions concrètes en matière d'environnement. La plupart des écoles de la commission scolaire du Lac-Témiscamingue ont suivi le mouvement, dont l'école Rivière-des-Quinze de Notre-Dame-du-Nord. Écoutez, nous autres, on a été inspirés par la mobilisation qui avait lieu à l'échelle mondiale. On voulait vraiment joindre nos voix à toutes les personnes qui prenaient la rue aujourd'hui pour revendiquer des actions immédiates et imposantes pour les enjeux environnementaux. Donc, pour nous, c'était un rendez-vous à ne pas manquer. Au niveau de l'équipe école, je disais à quelqu'un tantôt, je pense que ça a pris 2 minutes à prendre cette décision-là. C'était unanime. On faisait partie du mouvement par solidarité pour nos jeunes. C'était clair, net et précis. Puis depuis le début de l'année aussi, on avait des élèves qui nous avaient vraiment mentionné personnellement que pour eux, cette année, il y avait eu un déclic pendant leur été. Il y avait le goût de s'impliquer au niveau environnemental à l'école. Il y avait le goût d'être présent. Il y avait le goût qu'on mette des choses en action. Donc, on dirait que ça allait de soi de se dire qu'avec ce mouvement-là aujourd'hui, on planait là-dessus aussi pour mettre des choses en place à l'école directement. On est là ici pour faire valoir la voix des élèves, pour être présent pour eux, les accompagner aussi quand il y a des mouvements comme ça qui ont une petite levée puis ont besoin d'un accompagnement. Donc, nous, on a vraiment, là, je vais parler pour l'école, on a vraiment réalisé dans les dernières années qu'on avait vraiment des grandes lacunes à l'école. D'ailleurs, c'était dans notre projet éducatif qu'on a terminé d'écrire l'année dernière, où on voulait vraiment miser sur la conscience écologique davantage à l'école. Donc, ça nous permettait aussi cette année de créer des brigades vertes avec les élèves, vraiment d'avoir un mouvement d'élèves présents dont les objectifs vont être variés. Il y en a vraiment qui vont aller vers l'empreinte écologique, la réduction de l'empreinte écologique, mais c'est sûr qu'on a des défis qu'on veut réaliser, qu'on veut mettre en place immédiatement, comme la gestion des déchets. D'ailleurs, c'est vraiment quelque chose qui nous préoccupe à l'école. On a des grandes lacunes, des beaux défis, mais on a beaucoup d'élèves qui sont motivés à ce que ça change. Puis il y a une belle participation. Depuis le début de la semaine, dans le fond, on avait des discussions dans la salle publique à tous les midis avec des élèves. On a créé des affiches, des slogans accrocheurs, tout ça. On avait vraiment une belle participation tout au long de la semaine. Puis la période qu'on vient de passer, dans le fond, il y a eu un momentum en classe d'une 20aine de minutes où tout le monde, tous les enseignants présentaient la même chose aux élèves, qui amenaient vers une vidéo qu'ils devaient visionner, puis une discussion en classe sur maintenant, nous, on fait quoi à Rivière-des-Quinze comme école, comme élève? C'est quoi les gestes concrets qu'on peut poser maintenant pour changer ça? C'est notre lundi au vendredi, on est tout le temps avec eux autres. Puis on entend leurs préoccupations, on entend leur angoisse aussi. Il y en a qui l'ont manifesté, cette angoisse-là, qui ont l'anxiété climatique. C'est pas juste dans le journal, hein, c'est dans l'école aussi, il y en a. Il faut comprendre que les jeunes de cette génération-là, ils ont cette pression-là, toujours, ils n'entendent parler toujours depuis qu'ils sont au monde, et ils ne voient pas nécessairement l'avenir comme étant nécessairement reluisant. Donc, c'est important pour nous autres d'être à leur côté dans ces préoccupations-là parce qu'on n'est pas juste là pour leur enseigner des matières, on est là pour en faire des citoyens aussi. C'est ça, c'est notre mandat aussi à travers notre rôle dans l'école. Ouais. Je suis pas content! C'est sûr, c'est nous qui va vivre encore dans 50 ans sur la Terre. Puis si on n'a plus de terre, on pourra plus vivre. On sait que là, c'est en ce moment qu'il faut faire des changements, puis qu'on veut des changements. Avoir un meilleur avenir, sauver notre planète, que beaucoup de politiciens mettent peu en valeur, parce qu'eux, dans 50 ans, ils seront plus là, mais nous autres, il va falloir endurer leur choix. Notre environnement, c'est là qu'on vit. Fait que si on n'a plus de maison, ça va pas bien. C'est ça pareil. Puis... c'est ça, en ce moment, on respecte pas pantoute l'environnement, puis c'est le temps faut l'aider, parce que ça changera pas tout seul. Oui, c'est une très belle mobilisation. On est très fiers d'ailleurs de tout ce qui s'est fait dans l'ensemble des écoles de la commission scolaire aujourd'hui, parce qu'il s'est vécu des activités dans l'ensemble des écoles. Je suis ici à Rivière-des-Quinze parce qu'il y avait une belle mobilisation. Les élèves, c'est très beau ce qu'ils font. Quand on veut faire un changement important comme celui au niveau de l'environnement, ça prend un virage. Je pense qu'il faut que les gens aussi soient déstabilisés. Puis que pour cette mobilisation-là, c'est un beau signal des jeunes. Mais je pense qu'il faut les appuyer. Il y a beaucoup de changements dans la société qui ont été amorcés par un mouvement de jeunes. Puis ça en est un. Fait que c'était important de les accompagner là-dedans. C'est parce qu'on veut faire un changement dans le village, dans la province, dans le pays, puis même dans le monde. Puis c'est sûr que ça va être nous autres, dans le futur,
on va dire 2070 qui vont être là à devoir endurer ces conséquences-là. Mais nous autres, dans notre famille, ma mère, elle regarde beaucoup d'idées pour réduire les déchets, puis on essaie beaucoup d'acheter des trucs écologiques, comme il y a plein de sites, plein d'endroits où au lieu d'acheter des trucs qu'on va jeter à la poubelle, bien, qu'on va réutiliser. Parce que sinon, on pourra pas... On a déjà de la misère à trouver une autre planète, puis sinon, dans le futur, on va devoir... Ça va être fini, ça va être on va dire la fin du monde. La ville de Rouyn-Noranda a défrayé les manchettes dans les derniers mois en raison du taux d'arsenic émis par la fondée Horn, plus élevé que la moyenne. Une situation préoccupante pour des familles qui vivent à proximité. Oui, bien en fait, au printemps dernier, les parents d'enfants qui résident dans le quartier Notre-Dame à Rouyn ont reçu les résultats d'une étude qui avait eu lieu à l'automne 2018 pour mesurer le taux de certains métaux dans l'organisme de nos enfants. Donc, le plomb, le cadmium et l'arsenic avaient été mesurés. En ce qui concerne le plomb, le cadmium, les résultats étaient sensiblement corrects. Par contre, au niveau de l'arsenic, la moyenne du taux dans l'organisme des enfants était 4 fois plus que celle d'un groupe qui était non exposé. Donc, c'est certain qu'en tant que parent, c'est alarmant comme résultat. Bien, nous, en fait, notre mission première, c'est de faire tout ce qu'on peut pour qu'on nous entende, qu'on veut que la norme d'arsenic dans l'air soit respectée. Avec ce comité-là, c'est greffer des citoyens de tous les âges, enfants ou pas d'enfants, même de d'autres quartiers, qui ont la cause à cœur. Puis il y avait un citoyen qui avait déjà visionné le documentaire dans le passé, puis qui s'est demandé est-ce que ça vaudrait la peine de le revoir et de faire des liens avec la situation actuelle. Et effectivement, quand on l'a visionné ensemble, on a réalisé que plusieurs choses étaient encore d'actualité. Plusieurs choses ont aussi évolué positivement, ce qui est bien de noter, mais quand même, on n'est pas si loin là, de 1983 là, en 2019. Si on veut que les citoyens se mobilisent, il faut informer, il faut créer des moments de se rassembler, de discuter. Puis c'est ce qui s'est passé là, ce soir. On a vu quand même là, plusieurs citoyens qui étaient contents de se retrouver ensemble, qui disaient qu'ils allaient en parler dans leur réseau. Chaque petite action comme ça amène à informer le plus de gens possible. Là. Bon, ça date de 35 ans à peu près. Ça concerne les travailleurs de l'usine surtout. C'est une réalité qui est différente aujourd'hui parce qu'on voit maintenant que la situation, ça concerne les citoyens de la ville de Rouyn. Je veux dire, puis on s'aperçoit qu'on a la même si on avait fait le documentaire, puis on avait informé la population de l'empoisonnement, je veux dire que les changements ne se sont pas produits, on a la même situation. Fait que ce que j'en pense, moi, c'est que on sait que le pollueur, sa job, c'est de polluer. On sait qu'il va toujours faire ça. Mais je veux dire, qu'est-ce que moi, personnellement, je dénonce, c'est le rôle du ministère de l'Environnement puis le rôle de la santé publique, qui, en ce qui me concerne, le ministère de l'Environnement, c'est celui qui donne le permis de polluer. Puis, on aurait dit que dans les 30 dernières années, le rôle de la santé publique, c'était de ne pas alarmer la population, puis de tolérer la situation. Fait que ce que j'en dis, moi, c'est que si on ne veut pas retrouver la même situation dans 30 ans, il ne faut pas se fier à ces sympathies inopérantes-là. Il faut vraiment que ce soit les citoyens qui, premièrement, se tiennent informés, deuxièmement, se regroupent, puis qui restent fâchés. Il ne faut pas penser que ça va être les institutions qui vont régler le problème. C'est tout ça. Oui, bien en fait, la projection du film s'inscrivait un peu dans la suite des actions du comité citoyen Arrêt pour
informer la population à propos de ce qui se passe avec la situation de l'arsenic à Rouyn-Noranda. Malheureusement, moi, je pouvais pas être de cette projection-là parce que j'étais à l'extérieur de la région. Mais je pense que l'objectif de la projection, c'était vraiment de faire une espèce d'historique. Depuis combien de temps Rouyn-Noranda lutte pour avoir accès à une aire qui est sécuritaire. Donc là, on constate que ça fait plus de 30 ans que de la pollution atmosphérique à Rouyn-Noranda puis qu'il faut prendre des actions, là, des vraies bonnes actions, un vrai plan de match pour que la situation se rétablisse. Dans les années 80, il y a eu le Mont Sinaï qui est venu de New York, qui est venu avec une trentaine de médecins voir à la santé des mineurs, ceux qui travaillaient au smelter. On a profité de l'occasion pour faire ce film. Les recherches qu'ils ont faites sur les travailleurs particulièrement étaient les premières dans ce genre-là. Eux autres, ce qui les intéressait, c'est que les travailleurs étaient attaqués et par la chaleur, et par les poussières, et par l'arsenic, et par le cadmium, et par le plomb, et par l'anhydride sulfureux. Fait que ce qui s'en venait étudier, c'était vraiment l'effet de tous ces polluants sur les êtres humains. Ben oui, c'était l'effet combiné de tout ça sur les êtres humains. Puis, qu'est-ce qu'il y avait? C'était un laboratoire terrible. Il y avait le syndicat qui participait, il y avait les travailleurs qui sont venus passer des tests qu'ils n'avaient jamais passés avant. Puis, ce qu'ils ont conclu, c'est que, grosso modo, la machine qu'il y avait là, c'était une machine à tuer du monde. Dans le fond, avant l'été, j'avais interpellé Monsieur Charette. C'était le ministre de l'Environnement. C'était le ministre délégué à la Santé qui avait fourni quelques-unes des réponses. Et là, au retour, première journée cette semaine où on est retourné en chambre, premier jour de la rentrée, j'ai reposé une question. Cette fois-ci, je m'adressais bel et bien au ministre délégué à la Santé pour parler de son inquiétude. À lui, c'est un neurologue, j'imagine, qui est au courant plus que n'importe qui des effets que peut avoir l'exposition chronique là, à l'arsenic. Et malheureusement, là, cette fois-ci, c'est le ministre de l'Environnement qui s'est levé et qui n'avait pas de réponse vraiment très concrète là, à me donner. Monsieur le Président, les résultats de l'étude sont connus depuis 5 mois. Le ministre délégué à la Santé est neurologue. Il sait mieux que tout le monde ici que les métaux sont des substances à fort potentiel neurotoxique et l'arsenic en fait partie. On ne veut pas en trouver 4 fois plus que la normale dans les ongles de nos enfants. Je veux comprendre les priorités du ministre. Pourquoi il s'inquiète plus du pot chez les adultes que de l'arsenic chez les enfants de ma région? Monsieur le ministre de l'Environnement. J'inviterai respectueusement la collègue à mieux s'informer du dossier. L'étude elle-même n'est pas encore dévoilée dans son intégralité. Ce ne sont que des parcelles de cette étude qui ont été dévoilées. L'étude de biosurveillance, elle doit être publiée dans les prochaines semaines. Donc, ne brusquons pas une décision qui, ultimement, pourrait être inadéquate. Donc, allons-y par étapes. Et en même temps, ce qui a été répété, des protocoles comme il s'en vit, un actuellement du côté de la fonderie Horn. Il y en a plusieurs au Québec. J'ai plus de 80 protocoles d'attestation d'assainissement de cette nature-là, c'est-à-dire ramener les entreprises le plus près possible de la norme d'émission de 3 nanogrammes. Donc, la situation de la fonderie n'est pas unique en soi. Bien, effectivement, c'est sûr que nous, on veut continuer de maintenir la pression. On sait que la Direction de la santé publique de l'Abitibi-Témiscamingue va rendre public son rapport dans les jours qui vont suivre. Donc, on connaît les résultats. Maintenant, la DSP là, va vraiment fournir un document en bonne et due forme avec des recommandations. Donc, c'est clair qu'on a très hâte de voir quelles seront ces recommandations-là. On souhaite évidemment qu'elles se rapprochent le plus possible de la norme provinciale, d'exiger de la fonderie Horn qu'elle respecte la norme provinciale à 3 nanogrammes par mètre cube. Donc ça, c'est à suivre. Et évidemment, moi, j'ai fait des représentations directement auprès de M. Legault pour qu'il s'interfère dans le dossier parce que visiblement, les ministres qui sont nos interlocuteurs en ce moment se renvoient la balle. L'environnement renvoie la balle à la santé renvoie la balle un
un peu à l'environnement. Et j'appuie absolument totalement la demande de la Ville de Rouyn-Noranda aussi de nommer un porteur de dossier, justement auprès des différents cabinets ministériels. Là. Dans le fond, c'est d'avoir un comité pour que ces gens-là se parlent, puis d'avoir une personne, un interlocuteur pour les différents intervenants ici sur le terrain. Donc, quand la Ville a besoin d'avoir d'informations, on puisse s'adresser directement à cet interlocuteur-là. Même chose pour mon bureau, même chose pour les citoyens, les familles. Donc, ça a été récemment les dernières démarches et on va continuer d'accentuer la pression là, dans les prochaines semaines. Bien, absolument. Nous, on a rencontré le comité ARREC qui est formé, entre autres, de parents d'enfants qui ont reçu, qui sont imprégnés à l'arsenic. Donc, définitivement, les gens sont inquiets, mais surtout, on a le constat. OK, arrêtons de chercher les coupables. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour améliorer la situation? Forcément, on a des parents qui sont inquiets, des parents leurs enfants n'ont pas fait partie de l'étude, mais qui fréquentent soit le CPE ou l'école dans le quartier Notre-Dame, qui sont inquiets, qui ont demandé pour faire échantillonner les ongles de leurs enfants pour savoir c'est quoi la teneur en arsenic. Donc, les gens sont préoccupés. Je veux dire, on en parle pratiquement tous les jours. Donc, c'est vraiment ce qu'on peut qualifier d'une crise, la crise de l'arsenic à Rouyn-Noranda. Comme la plupart des enfants qui sont nés à cette époque-là, je ne sais pas si c'est quand même aujourd'hui, c'est de même, mais quand tu nais dans une ville comme ça, tu commences par réaliser que c'est les cheminées qui font les nuages. Ça, c'est la première erreur. Ensuite de ça, je me suis rendu compte que la population, y compris moi-même, on ne connaissait rien à cette compagnie-là. Même l'intérêt était nul, c'était une patente qui était erronée de Toronto, puis that's it. Fait que j'ai commencé à... Moi, j'ai fait les recherches aussi sur les... c'était passionnant, je me suis retrouvé à Toronto comme espion, avec une fausse lettre de l'Office national du film, comme quoi qu'on faisait un documentaire sur l'importance de l'économie minière dans l'économie générale du Canada. J'ai été très bien reçu. Puis je me souviens, la madame était là, puis sur la table, il y avait une grande carte. C'était toutes les opérations de la compagnie qui étaient rendues aussi grosses en termes d'employés que Coca-Cola. Puis elle faisait partie des lignes majeures maintenant, à partir de la mine, où est-ce que je suis né, à 2 coins de rue de là. Ça fait qu'on a fait, on partait de l'Ouest canadien, un peu international aussi, puis il expliquait quelle sorte d'opération qu'il faisait. Et en arrivant au Québec, on dit, bon, ben là, il y a Noranda qui est là, puis j'ai dit, il n'y a pas on est en 82, là. Il dit, il n'y a pas un problème environnemental. Elle dit, oui. Elle dit, c'est une usine très... polyvalente, performante, mais on ne pourra pas imaginer que cette usine-là soit en banlieue de Toronto. Alors, moi, j'ai dit, mais moi, c'est ça que... Moi, je viens de là, à Noranda. Alors, on peut déjà là concevoir quelle est leur manière de penser. On est en fin de compte, ça veut dire on est dans un trou de colon. Les travailleurs qui sont prêts à faire n'importe quoi, des populations qui sont prêtes à faire n'importe quoi, bien, ils sont juste 32 000. That's it. C'est ça. Ça fait que là, j'ai commencé, là, j'ai rentré dans le sujet vif, puis c'est à peu près ça qu'en 82 que vous allez voir à soir. Je sais que c'est pas la meilleure copie possible parce que on peut l'avoir sur le net, je pense, beaucoup plus propre que ça. Le cégep de l'Abitibi-Témiscamingue tenait le 3 octobre dernier à Ville-Marie une séance d'information sur son programme en tourisme d'aventure. Cette attestation d'études collégiales vise à former des guides d'aventure amoureux du plein air. Mais ce programme-là, c'est dans le fond, c'est pour permettre à des gens, des étudiants, de devenir guides une fois le programme terminé. Donc, il y avait un besoin au niveau de la région. On voyait avec l'avenue, entre autres, du parc Opémican, avec le fait aussi que les gens veulent de plus en plus des aventures, donc faire, dans le fond,
faire des voyages, mais expérimenter des choses. Donc, être dans le plein air. On entend beaucoup plus parler les gens qui veulent se ressourcer, veulent découvrir, veulent avoir une aventure. Donc, on a dit, bien, ça serait peut-être intéressant de pouvoir offrir cette attestation d'études collégiales qui est l'AEC en guide en tourisme d'aventure. Donc, on essaie de le démarrer. Donc, aujourd'hui, c'était une séance d'information. Donc, présenter un peu le programme, qu'est-ce que ça consiste. Au niveau aussi des enseignants, au niveau des attentes qu'on a envers les étudiants une fois qu'ils suivent le programme. Donc, c'était ça aujourd'hui, la séance d'information. Le Témiscamingue, c'est doté de 3 pôles, puis un des 3 pôles qu'on se développe au Témiscamingue, c'est le secteur aventure-nature. Il y a plusieurs projets là, qui sont en cours de développement. Il y en a un qui s'est conclu par la belle ouverture du parc au Pémican, mais il y a aussi le projet justement d'une coopérative de solidarité sur lequel je travaille et que je sollicite la population, des gens qui veulent s'impliquer dans ces projets-là pour pouvoir dynamiser la région au niveau du plein air. Fait que il y a ça, puis il y a des entreprises là, qui émergent, un peu comme Exode Bâtisseur Aventure en Abitibi, qui couvrent le Témiscamingue également. Puis évidemment, c'est un des pôles justement qu'on va développer au Témiscamingue. Fait que c'est sûr que tous les projets en lien avec le tourisme d'aventure, nature, ça va être bienvenu. Puis de pouvoir avoir, mettons, une accréditation comme guide, ben c'est toujours le bienvenu parce que ça va permettre d'avoir des leaders dans le secteur du plein air au Témiscamingue. Mais l'horaire, au début, cette session, la première session, donc la session d'automne, ça va être un horaire d'une fin de semaine sur 2, que ça va être faisable. Par contre, après les fêtes, ça va être plus difficile parce que les gens doivent prendre en charge un groupe. Donc, ils doivent, en plus de se prendre en charge un groupe. Et pour ce faire, il faut un peu les emmener dans une zone aller leur sortir de leur zone de confort. Donc, ça va être des sorties de 5, 6, 7 jours. Ça va être beaucoup plus intense, des moments que ça va être beaucoup de sorties. Il y a beaucoup de... Tout se fait à l'extérieur. Peut-être moins cet automne, parce que c'est un peu plus de théorie, se préparer à... Mais à partir d'après les fêtes, ça va être beaucoup de sorties, beaucoup d'extérieur. Donc, les gens vont devoir expérimenter, faire des expéditions. Et là, c'est ça, l'horaire se modifie de façon assez importante. Le marché, là, comme guide d'aventure, je l'ai fait plusieurs années. C'est beaucoup de travailler, c'est des travaux saisonniers, évidemment. Fait que souvent, ben on va travailler l'hiver dans des secteurs où ils ont des activités hivernales. Puis, tu sais, présentement, ça peut être autant dans une station de ski comme au Mont-Canasta, des stations de ski pour être patrouilleur, que ça peut aller jusqu'à guider dans les Chic-Chocs ou aller guider dans l'Ouest. C'est vraiment un métier international. On peut travailler partout avec ça, mais c'est saisonnier. Puis, l'été, encore là, c'est souvent le gros de la saison, là. Fait que ça, on peut travailler dans tous les types d'activités, canot, kayak, rando, et puis on peut même aller dans les emplois plus de la foresterie dans les régions isolées où des métiers où on demande d'avoir un leadership, d'être à l'aise en forêt, d'être en forme, être capable de gérer des situations où on a besoin d'encadrement. Fait que souvent, on peut voir large, là, on peut voir pompier forestier, on peut voir travailler dans des domaines forestiers, de miniers, où tu es en région isolée. C'est des domaines où le métier de guide là, il est indirectement lié. Ouais. J'ai retardé la limite d'inscription, donc jusqu'à la semaine prochaine, donc à jeudi prochain, permettre aux gens, avec la rencontre d'information, de pouvoir réfléchir à tout ça, de manifester un intérêt. Il y en a qui ne peuvent pas se présenter, donc que je vais devoir contacter, faire des suivis, mais ils m'avaient informé. Donc, moi, je vais faire un suivi avec eux. Le 10, on va prendre la décision si on démarre ou non. Il me faut un minimum de 8 candidats, donc pour démarrer. C'est ce qu'on va voir là, cette semaine. La semaine prochaine, là, jeudi, je vais avoir une bonne idée. Et vendredi, je vais prendre la décision, le 11, savoir est-ce qu'on va de l'avant avec le programme ou est-ce qu'on met le programme sur la glace. Le 21 septembre dernier avait lieu une cérémonie près de la centrale rapide des 15 afin d'honorer les familles et anciens travailleurs ayant vécu ou travaillé à l'époque du village de la Norton Québec Power. Hydro-Québec, la Société d'histoire et Récréo, on a voulu profiter d'une journée comme ça pour dévoiler
qu'est-ce que c'était le village de la Norton. Parce qu'il y avait plusieurs familles qui vivaient ici. Ici, en fin de compte, il y a la centrale de Rapide des 15 qui a été construite en 1920-1927 environ, là, que la finalité. Mais à chaque centrale était attaché un village aussi, qu'on appelait le village du pouvoir ou le village de la Norton. Dans ce temps-là, la télécommande n'existait pas. Chaque centrale était contrôlée vraiment localement par des opérateurs. Il y avait aussi des mécaniciens, des électriciens. Il y avait des personnes qui s'occupaient des lignes. Mais toutes ces familles-là se retrouvaient aussi ici. Il y avait en fin de compte un village avec des maisons fournies par la compagnie. Et ça menait en fin de compte une petite école, une petite cantine, toutes les choses qu'on peut voir dans un petit village qu'on peut voir aujourd'hui. C'est un petit village là, de 7 familles qui pouvaient parler anglais, 7 familles qui parlaient français. Il y avait ce qu'on appelait dans le temps un bunkhouse, des gens qui travaillaient, qui restaient là, des célibataires. On avait une petite menuiserie où c'est que les gens qui faisaient la menuiserie, qui arrangeait les choses. Quand on jouait au hockey l'hiver, les gens nous faisaient des rondelles. C'était incroyable. C'était les plus beaux souvenirs de ma vie. Dans les années 50 et 60, le contrôle était fait par téléphone. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui appelait ici de Rouen et qui faisait partir ou arrêter les groupes, ouvrir l'évacuateur et ces choses-là. Dans les années 70, on a commencé à implanter la télécommunication avec des systèmes de contrôle qui pouvaient se faire à distance. C'est-à-dire qu'on pouvait arrêter les turbines, superviser toutes les alarmes des turbines à distance. Ce qui a fait qu'on n'avait plus besoin de personnes sur place. Ça fait quand même 50 ans, ça a été fermé dans les années 70. Ça fait que les personnes qui ont travaillé ici maintenant, les personnes avaient 30 ans, ça fait que 30-35 ans, ça fait qu'on rajoute 50 ans, ils sont rendus à 85 ans. Il y en a plusieurs qui sont malheureusement partis. Et aussi, bien, ce qu'on a présentement, c'est la génération qui a vécu ici comme enfant. Ce qu'on voit, c'est des souvenirs surtout des enfants qui ont baladé ici, qui sont amusés sur les rives de la rivière, tout ça. Les amitiés que j'ai eues avec les gars et les filles, les tours pendables qu'on a fait, les jeux de société qu'on a fait, la façon qu'on s'amusait sans avoir quelque chose. On jouait à balle, on jouait à des jeux, on ne se souvient pas des noms là, des jeux. On prenait une balle, on la lançait sur le mur. Puis je pense que ça s'appelait un jeu au 7. Un 7, un 6, un 5. On jouait avec un bâton, on shootait ça dans les airs, on jouait à cachette. On faisait toutes sortes d'affaires. On allait prendre des marches tous les soirs. C'était incroyable comment on pouvait s'amuser entre nous autres. Je suis la seule représentante de la famille La Victoire. Donc, pour moi, c'était un honneur de me présenter ici. Mon père est décédé, mais il a travaillé ici comme opérateur de centrale. Donc, on a vécu ici. Je ne pourrais pas dire combien d'années ma famille a vécu ici. Moi, j'ai vécu ici à peu près 3 ans, de l'âge de 2 ans à l'âge de 5 ans. Après, on a déménagé à Rapide 7, parce que mon père travaillait pour Hydro. Donc, on suivait les centrales, nous. C'est des retrouvailles. Une des belles retrouvailles que j'ai faites, c'est que on avait une école, je pense qu'on appelait ça une école de rang. La personne, nous autres, on était toutes, je pense que c'était de la première année à la 7e année, mais le professeur, c'était Floriane Bédard dans le temps. J'étais en première année. Le gars, on était 3 en première année, on était 3 en 2, en 4, en 3, en 5, en 6. Et les 2, ils étaient ici. Fait qu'on a jasé ensemble là, pendant 3-4 minutes parce qu'on fait le tour, on voit tout le monde. J'ai vu ma blonde qui est de première année, là, celle qui me montrait l'ambicycle. On vient juste de jaser ensemble. Là. C'est le fun. Oui, je suis satisfait parce que ça a répondu. C'est les enfants des travailleurs aujourd'hui, parce que les travailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y en avait pas beaucoup. Hein? Il y en a quelques-uns, parce qu'il y aurait 80 et plus, là, il en reste quelques-uns, par exemple. Mais c'était les enfants qui ont vécu ici, que je pense à toutes les familles. On a voulu rendre hommage au travail de leurs parents, mais aussi à eux,
qui ont vécu ici puis qui nous racontaient des beaux souvenirs. Hein. Moi, j'en revenais pas de voir comment ils ont été heureux, ces enfants-là, ici. C'est les bâtisseurs de nos centrales hydroélectriques. C'est dans les années 20, dans les années 50. C'est ces personnes-là qui ont bâti notre patrimoine hydroélectrique. Aujourd'hui, ces personnes-là ne sont plus là, ils ne travaillent plus pour Hydro-Québec, mais je pense que c'est important de leur rendre hommage parce que ce qu'ils ont fait là, c'est notre patrimoine à nous, c'est notre fierté. Puis les choix qu'ils ont fait aussi d'anarcher ces rivières-là, aujourd'hui, on a de l'énergie propre, on a de l'énergie qui est renouvelable. C'est des bons choix qui ont été faits par des personnes peut-être qui ne l'avaient pas vu dans les années 20, 1950. Mais aujourd'hui, on a cet héritage-là, puis on doit en être fiers. C'est après plus d'une année à donner des cours de théâtre à des enfants que Solène Bernier s'est inspirée pour créer le spectacle Luminutiole et les bas perdus, destiné aux enfants de 3 à 6 ans. En fait, le projet est né du fluxisme. Là. Dans ma demande de subvention, là, il y avait le mot fluxisme. Fluxisme, c'est un courant qui a eu là, à peu près en même temps que le dadaïsme. C'était, dans le fond, d'aller chercher le plus de spontanéité possible, la proximité avec le public, sortir comme des milieux... sortir un peu de tout ce qui est plus conventionnel, disons là. Et donc et aussi moi, ce qui m'intéressait, c'était de montrer à quel point, quand je me promène dans les écoles, à quel point les enfants sont créatifs. Dans les dernières années, des fois, on a entendu, il y a eu des articles là-dessus, tout ça, disant que nos enfants n'avaient plus de créativité, mais moi, ce que je pense, c'est qu'en élargissant le cadre, ça ne veut pas dire que les gens ne l'ont pas fait, là, mais en élargissant un peu le cadre, en faisant pas à la manière de, ou en copiant pas, ou en partant pas d'un texte, en fait, les enfants ont vraiment beaucoup de créativité en les laissant plus libres. Donc, c'était ça un petit peu le but de l'idée. Parce que le but de l'idée, c'était le processus. Maintenant, on a un résultat. En fait, c'est suite à des ateliers de théâtre que j'ai donnés à des enfants à Témiscamingue pendant 1 an. Je me suis inspirée de ça pour créer l'histoire. Et l'histoire, dans le fond, c'est une fable sur les pouvoirs de la créativité et aussi d'oser le changement. Moi, dans mes projets de création, ça a toujours été un petit peu comme donner au suivant. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je donne quelque chose aux enfants et le projet est né. En fait, j'ai promené beaucoup un petit théâtre de marionnettes. C'est un petit théâtre bancal avec des petites marionnettes à main que j'ai inventé chez nous dans mon salon et je me suis promenée et je l'ai fait probablement à peu près 200 fois, ce petit théâtre de marionnettes-là. Puis des fois, je me disais, ouais, mais tu sais, on voit beaucoup de choses, hein. De toute façon, on se remet toujours en question, on doute toujours. Mais là, je regardais tout ce qui se fait aujourd'hui à grand déploiement avec des écrans, la technologie aussi, tout ça. Puis là, je me disais, ouais, mais est-ce que je peux oser, tu sais, et tout. Et quand je me suis répondu oui, c'est là que j'ai eu l'idée de faire un autre projet dans ce sens-là. Et toujours avec des matériaux récupérés, là. Et disons que la simplicité volontaire en faisait partie. En fait, c'est sûr que oui, c'était de l'exploration. On continue à explorer. Donc, moi, j'ai tout de suite constaté que l'interaction, en fait, il embarque beaucoup dans l'interaction, mais d'en faire aussi des choses. Donc, je pense que ça va nous inspirer. Moi, je me suis entourée de 2 fées. La fée des mouches à feu, Sophie Lessard, et Marie-Pierre Valiquette, qui est directrice, mais qui est surtout une artiste, fait qu'elle a saisi quand même très vite l'exploration, les processus et tout ça. Le projet du Conseil des arts et des lettres, au départ, c'était la finalité de notre partie exploratoire. Mais j'ai déjà demandé, par contre, de participer au Petit Bonheur, au Festival des Petits Bonheurs qui a lieu en mai. Donc, on va voir là, qui va nous inviter. Puis, sinon, on a l'idée aussi, l'été prochain, de se promener à travers les différentes municipalités, d'abord du Témiscamingue. Puis, on verra pour la suite des choses. Regarde, grands yeux. Il est pareil comme toi. Il a de grands yeux. Voici le portrait de la candidate du Parti libéral du Canada dans Abitibi-Témiscamingue en vue des élections fédérales du 21 octobre. Il s'agit de Mme Claude Thibault. Claude Thibault, candidate Parti libéral, Abitibi-Témiscamingue.
Premièrement, j'ai été en 2015 candidate pour le Parti libéral et cette aventure m'a permis d'être à la rencontre des gens comme jamais je ne l'étais auparavant. Ça m'a transformée, littéralement. Ça m'a transformée et ça m'a permis de réaliser c'était quoi les aspirations des gens de la région, c'était quoi leur devenir, c'était quoi leur réflexion et qu'est-ce qu'ils voulaient vraiment. Et suite à cette belle bataille, j'ai décidé de m'investir de plus en plus dans le Parti libéral. Je suis allée travailler à Ottawa et maintenant, je suis encore avec les mêmes principes, les mêmes valeurs parce que je les ai vécues. J'ai vu également de quelle façon que la région pouvait être différente grâce à un meilleur support du Parti libéral à partir d'Ottawa notamment. Je suis à l'écoute des gens. Ça fait plus de 4 ans que je discute, je mobilise. J'ai, dans le passé, été commissaire à l'exportation pendant 5 ans pour représenter les gens de la région, les diverses... on est une région ressource, donc les gens en agroalimentaire, les personnes dans le domaine de la foresterie, dans le domaine minier, même dans le domaine de l'eau. Et j'ai, à travers le monde, parcouru des pays pour représenter l'Abitibi-Témiscamingue. Cette expérience également m'amène à saisir où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on est comme région ressource. Et je réalise qu'à Ottawa, on n'a pas encore saisi. On pense que toutes les régions sont pauvres, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et il y a un mois, je me suis entretenue d'ailleurs directement avec le premier ministre, parce que notre région, là, elle peut être un exemple mondial. C'est ce que j'ai fait pendant 5 ans. J'ai vendu notre connaissance, nos compétences, nos bâtisseurs de mines. Et c'est encore peu connu à Ottawa, tout ce qu'on peut représenter. Et d'ailleurs, je pense que comme bâtisseur, parce que tous les gens ici de la région ont encore notre instinct de pionnier, notre instinct de découvreur, c'est aussi cet instinct-là qu'on peut apporter dans la dynamique nationale. Fait que je pense que la région, lorsqu'on se tient, on est capable de faire de très grandes choses. Et dans le cadre de mon poste de député, c'est ce que je veux faire. Je veux amener la région à Ottawa. Je veux créer des missions qui ne seront plus à travers le monde maintenant, mais qui vont être à Ottawa pour tout le monde, pour les jeunes, pour les aînés, pour les gens d'affaires, pour les gens dans le domaine des communications et de la culture, de sorte que vous puissiez vraiment comprendre comment on peut tirer notre part, notre juste part de ce qui nous revient du fédéral. Parce que ça fait trop longtemps, malheureusement, que nous n'avons pas réellement été assis autour d'une table là-bas. Et vous ne pouvez pas vous imaginer à partir du 22 octobre comment moi je vais prendre ma place puis assez vite parce que je sais exactement qu'est-ce qu'il faut faire, comment on va le faire et de quelle façon la région va encore profiter encore plus pleinement de ce que le fédéral a à offrir. Naturellement, comme j'arrive de Winoway, je peux vous dire tout de suite Internet haute vitesse car c'est encore inacceptable que maintenant en 2019, nous n'ayons pas encore des connexions partout dans la région. La distance est naturellement un grand défi et on a besoin de technologies qui soient mises en place de sorte que tout le monde puisse être branché. C'est la valeur, c'est la connexion et il y a naturellement tous les phénomènes de transport. Hein? On parle d'aéroports également avec des meilleurs services. On parle également de Transcanadienne qui doit également être mieux organisée. Et lorsqu'on regarde ces 3 enjeux, c'est tous des enjeux de transport et de connexion. Comment pouvons-nous être un membre actif? Comment pouvons-nous augmenter nos contacts avec les métropoles? Et il faut absolument améliorer tous nos moyens de communication. Et on va prendre tous les moyens pour assurer la transition énergétique, pas seulement d'une entreprise, pas seulement d'une famille, mais du pays en entier d'ici 2050. Et ça, c'est une démarche extrêmement positive. Et c'est en faisant en déterminant des moyens qui sont propres à notre région, car je suis très régionaliste dans mon approche, je sais que les Témisques abitibiens, ils sont capables de se prendre en charge. Puis grâce à notre grande expertise dans le domaine des ressources, comme région ressources, je sais qu'on va être à pied d'œuf, on va même être un leader dans la façon avec laquelle on va pouvoir prendre cette démarche. Par exemple, on va être capable de faire des investissements responsables grâce à toute l'énergie qu'on peut générer de notre région, parce que elle est tellement forte, elle regorge de tellement de choses qu'on pourrait même en être un pays nous-mêmes, vous voyez? Donc, c'est dans cette dynamique-là que je veux être la représentante des gens à Ottawa pour démontrer que nous ne sommes pas seulement un acteur, mais nous sommes, d'une part, un leader dans tout ce que l'on peut faire pour présenter au Canada ce que l'Abitibi-Témiscamingue représente. TV Témis vous présente le dernier portrait des candidats aux élections du 21 octobre. Il s'agit de M. Mario Provencher, du Parti conservateur du Canada.
Je suis Mario Provencher, je suis candidat pour le Parti conservateur du Canada. Bien, probablement, c'est mon expérience du passé au niveau en politique qui m'a donné le goût de continuer. Et j'avais l'opportunité, justement, de me lancer dans l'arène fédérale que j'ai, à quelques reprises dans le passé, décidé de ne pas y aller parce qu'en tant que maire, j'avais beaucoup de mandats à remplir et de projets à réaliser. Maintenant, je veux continuer à développer l'Abitibi-Témiscamingue et c'est pour ça que je fais un retour en politique, mais au niveau fédéral pour l'Abitibi-Témiscamingue. Bien, je pense que c'est l'expérience politique que j'ai acquis, beaucoup de dossiers que j'ai travaillés et en tant qu'administrateur de la CRE d'Abitibi-Témiscamingue ainsi que président de la conférence des préfets, j'ai travaillé beaucoup sur les projets régionaux, les enjeux qu'on a ici en région, que ce soit autant au Témiscamingue qu'en Abitibi-Ouest, le secteur de Rouyn-Noranda, puis même, c'est pas dans notre comté, mais la vallée de l'Or, parce qu'il faut comprendre qu'on a comme deux grosses structures, qui est l'Abitibi, qui est plus un environnement industriel, minier, et on vient ici au Témiscamingue et on s'en vient plutôt dans une économie qui est un peu plus agricole, récréo-touristique, grand air. Alors, c'est deux territoires différents, mais c'est des éléments que je connais. Je suis capable de bien représenter l'Abitibi-Témiscamingue. La première réflexion que j'ai eue en partant de Rouyn-Noranda, 3 minutes 48 secondes au départ, où il n'avait plus du tout de signal cellulaire à partir de Rouen. En tout cas, regarde, on s'entend là, que c'est partout. Là, on a ça à grandeur de l'Abitibi-Témiscamingue. Ça va être la priorité. Fait qu'il est certain que je me suis assuré, lorsque j'ai déposé ma candidature comme candidat au niveau conservateur, c'est de voir où en était la réflexion au niveau du cellulaire Internet pour les territoires. Et soyez certains que la préoccupation est là. Et la grosse différence qui va venir du fait qu'il va y avoir un ministre au niveau de la ruralité qui, lui, va avoir comme mandat de s'assurer qu'à toutes les fois qu'il va y avoir un programme, que ça cadre exactement dans les besoins qu'on retrouve en ruralité. Il faut comprendre que quand on parle de ruralité, on ne parle pas principalement juste, exemple, d'un petit village. Là, on parle des régions. Nous, on est considéré à Abitibi-Témiscamingue comme rural parce qu'on n'a pas de ville de 300, 400, 500 000 habitants. Fait que on va pouvoir bénéficier de ça et en plus, on va pouvoir bénéficier aussi de subventions additionnelles, des argents qui vont être réservés spécifiquement pour des territoires comme le nôtre. On est une région hyper accueillante, puis dans le temps, dans mon autre vie, ce que j'ai réalisé, c'est que c'est normal qu'on soit accueillant parce qu'on est une jeune région. On est toujours en force de recevoir les gens. OK? Fait que c'est ça que je trouve qui est merveilleux. Et les gens, ils participent et les gens s'impliquent. Je vais vous donner juste un petit exemple. Ils ont encore un projet qui s'appelle Cultura, qui origine de l'Abitibi-Témiscamingue, qui origine de nous. Et toutes les régions au Québec et une partie du Canada nous envient parce qu'ils ne sont pas capables de mobiliser les gens comme nous, on s'est mobilisés dans ce projet-là. C'est quand on fait un projet, que ce soit au Témiscamingue ou en Abitibi, on se colle ensemble et on le fait pour nous parce que on est tous en quelque part un peu parents ou il y a une proximité qu'on ne retrouve pas dans les grands centres. Bien, je pense que par rapport à l'expérience que j'ai eue comme maire, tous les rouages que je connais le côté politique, je connais la façon de faire avancer les dossiers, je connais aussi les lacunes des programmes. Je peux vous en nommer, là, trop de paperasse, faut simplifier. Parce que quand l'entrepreneur passe 25 heures à remplir 3 feuilles pour demander une subvention, il fait quoi? Il ferme ça et il ne va pas. Alors, ce qu'il faut, c'est aller là pour aller chercher ce qu'on a droit d'avoir comme financement, comme argent pour se développer. Et on est ouvert à tout, que ce soit au niveau des centres de recherche, on a de l'expertise, puis en même temps aussi, amener les gens ici à venir s'installer, parce que j'ai une grande préoccupation, puis je l'avais dans mon autre vie en tant que maire, c'est l'occupation du territoire. C'est de trouver des formules pour occuper notre territoire. On sait que la population est moins
est moins nombreuse au Témiscamingue qu'elle pouvait l'être il y a 25 ans, mais il faut revenir, renverser la vapeur, inciter les gens à venir. Puis il y a beaucoup de très bonnes idées que j'ai entendues, là, mais malheureusement, les gouvernements ne sont pas là, mais moi, c'est certain que je vais travailler pour les faire avancer.